Quand une expression construite par un essayiste commence à être utilisée dans le langage courant, son auteur peut être fier d'avoir gagné quelque chose qui ressemble à une bataille culturelle. Il en est ainsi d'un concept, celui de bloc bourgeois, popularisé par Bruno Amable et Stefano Palombarini dans leur fameux livre qui date de 2017, L'illusion du bloc bourgeois. Un concept plus que jamais utilisé à l'heure des Gilets jaunes et au lendemain des élections européennes. Il nous a donc semblé important de donner la parole à Bruno Amable et d'écouter son analyse des derniers développements politiques en France et en Europe. Bonjour Bruno. Alors, nous aurions aimé vous voir lors d'un débat avec votre co-auteur, Stefano Palombarini, mais c'était impossible en raison de contraintes de temps, parce que, effectivement, deux valent mieux qu'un, mais surtout, vous n'êtes pas toujours d'accord sur l'analyse des derniers développements politiques, et ça aurait été intéressant de mettre en scène vos désaccords amicaux, toujours assez stimulants à lire sur Twitter. Mais bon, ce sera pour une première fois. Nous sommes déjà très contents de vous avoir tout seul, car vous vivez entre l'Allemagne et la Suisse, et bienvenue chez vous. Merci. Alors, avant toute chose, nous aimerions que vous explicitiez votre concept de bloc bourgeois qui est entré aujourd'hui dans le vocabulaire courant. Quand on tape dans le moteur de recherche sur Twitter, on a beaucoup d'occurrences. Mais c'est quoi le bloc bourgeois et de quelle histoire ce concept procède-t-il? On a travaillé là-dessus à partir d'une formalisation théorique qui est de se dire pour qu'un régime politique soit dans la durée, il est nécessaire qu'il s'appuie sur une base sociale. Et cette base sociale, c'est un bloc donc, constitué d'une agrégation de groupes sociaux, agrégés non pas par des préférences qui seraient naturellement communes, mais par le fait qu'ils se reconnaissent ou ils soutiennent à des degrés divers les options politiques qui sont prises par le pouvoir. Et donc, le bloc social qui soutient la politique du gouvernement, on l'appelle le bloc social dominant parce qu'il est, ses options principales sont prises en compte dans la définition des politiques publiques. On avait fait l'analyse de la situation française en disant, pour l'ensemble de la Ve République, on a en gros deux blocs sociaux qui sont en concurrence pour la domination, qu'on pouvait appeler bloc de droite et bloc de gauche, parce que ça correspondait finalement à deux stratégies politiques assez bien identifiées, au moins sur cet axe droite-gauche. On a analysé aussi ce qui s'était passé et qu'en fait, il y a des fissures qui sont apparues et de plus en plus importantes dans chacun de ces deux blocs, et que, en fait, il y avait une possibilité pour une certaine politique, en fait, de faire un réassemblage de groupes sociaux pour avoir un nouveau bloc social qui aurait espéré être dominant. Et donc cette réagrégation de groupes qui seraient donc issus de l'ancien bloc de droite comme de l'ancien bloc de gauche avait pour caractéristique commune d'être plutôt diplômés, plutôt à l'aise financièrement, etc. Et donc on pouvait appeler un terme finalement assez commun qui est bourgeois. Et donc voilà, c'est cette nouvelle agrégation de groupes sociaux qui forment un bloc qui aspire à la domination et qui a pour caractéristique, en fait, contrairement aux anciens blocs de gauche et aux blocs de droite, d'exclure quasi totalement en fait, des groupes qu'on pourrait appeler classe populaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre concept, vous l'avez défini et vous l'avez vendu avant l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, qui apparaît aujourd'hui, y compris au sein de sa famille politique, comme l'incarnation du bloc bourgeois, au point que certains commencent à se demander si c'est pas trop dangereux d'être aussi voyant. C'est intéressant et cette intuition, vous l'avez eue en vous fondant sur l'évolution des habitudes politiques, en tout cas des choix politiques des Français, et en fonction de leur classe sociale. La première fois que ça est apparu dans un document, c'était dans un document de travail de 2006 qui avait été écrit par Stefano Palombarini et à l'époque Elvire Guillot qui à l'époque faisait sa thèse sous ma direction. Et je me souviens que dans les mois qui précédaient, en fait, on avait pas mal discuté de l'émergence d'un nouveau bloc qui avait les caractéristiques que je viens de décrire et qu'effectivement on avait trouvé qu'on pouvait l'appeler bloc bourgeois parce que ça correspondait assez bien, si vous voulez, à une description succincte des caractéristiques principales de ce bloc. Donc ça fait une bonne douzaine d'années, si ce n'est plus, qu'effectivement on a ce concept de bloc bourgeois comme étant finalement ce qui va influencer les recompositions, pas seulement politiques, mais aussi sociopolitiques
en France et d'ailleurs peut-être bien dans d'autres pays. Stefano avait travaillé, lui, sur l'Italie et on avait travaillé ensemble à une comparaison France-Italie dans un petit ouvrage qui était paru en 2012. Alors ce qui est intéressant, c'est que quelque part le catalyseur de cette transformation politique, c'est la construction européenne qui oblige, comme vous l'expliquez dans votre livre, la gauche et la droite à se recomposer et à sacrifier dans cette recomposition les classes populaires qui constituaient les blocs d'avant. Côté gauche, les ouvriers, les employés et les fonctionnaires, et côté droit, les artisans, en gros les indépendants, un certain nombre d'agriculteurs. Et finalement, en fait, cette création du bloc bourgeois qui correspond à la construction européenne vient les sacrifier. Pourquoi la construction européenne aboutit à cette minorisation, à cette invisibilisation des classes populaires? Parce que une partie des classes populaires est très opposée à l'unification européenne parce qu'elle s'accompagne d'un ensemble de contraintes sur la politique économique et sur la politique structurelle auxquelles elles sont opposées. Pour le dire rapidement en un mot, en gros, l'unification européenne s'accompagne de réformes néolibérales, de contraintes sur la politique budgétaire et autres, etc., qui empêchent de mener la politique de gauche, économique de gauche, qu'une partie des classes populaires voudraient, de l'ancien bloc de gauche. Et du côté de l'ancien bloc de droite, la situation n'est pas tout à fait symétrique, mais on peut dire que ça s'oppose à une idée d'indépendance nationale vis-à-vis alors d'un autre type de politique. Mais en tout cas, ça s'oppose à la souveraineté monétaire. C'est vu comme trop de réglementation, à l'inverse. Voyez. Donc, pour des raisons qui ne sont pas exactement symétriques, vous avez une fixation sur cette dimension unification européenne, qui effectivement peut incarner, de façon tout à fait sensée d'ailleurs, soit un trop de politique néolibérale, soit un trop de d'ingérence vis-à-vis de la souveraineté nationale, l'empêchement, si vous voulez, de mener des politiques qui seraient décidées uniquement dans le strict cadre national. Alors, je dis construction européenne et vous corrigez en disant unification européenne. Je suppose que vous avez une raison d'utiliser plutôt ce mot que le premier. C'est un faux, parce qu'en bon économiste, je pense toujours à l'unification monétaire, l'UME ou l'EMU dans le cycle anglais, qui est l'unification monétaire, qui est aussi l'unification de le grand marché unique, etc. C'est toujours dans cette optique-là que lorsqu'on parle de l'Europe, c'est toujours à ça que je pense. Plus qu'à construction, c'est beaucoup plutôt les politistes qui parlent de construction comme étant la construction d'un nouvel espace politique qui serait commun à l'ensemble des pays européens. Alors, quand ils se délestent de leur électorat populaire, comment ils se réorganisent ces différents blocs historiques, le bloc de gauche et le bloc de droite? Quels sont les nouveaux thèmes qui vont être portés à gauche et à droite pour éviter de poser la question sociale au centre du débat? L'unification européenne, c'est la dimension principale. La poursuite on l'a bien vu là avec les dernières élections, quoique c'était finalement sous un mode relativement mineur. Voilà, tous les bienfaits qui sont supposés découler de la poursuite de l'intégration européenne. Et alors, sous un mode plus modéré, si vous voulez, parce que c'est très conflictuel, c'est les fameuses réformes structurelles. Mais voilà, pour les groupes sociaux du cœur du bloc bourgeois, ces deux dimensions-là, intégration européenne et poursuite des réformes structurelles néolibérales, c'est les éléments principaux. C'est-à-dire, il y avait l'ancien directeur de cabinet de Delors et celui qui est devenu après le dirigeant de l'Organisation mondiale du commerce, qui disait la marchéisation de la France s'est faite grâce à l'Europe, par l'Europe, et puis je ne sais plus quel terme il disait. Enfin, en gros, pour dire, c'est vraiment par l'Europe qu'on va transformer le modèle français pour le transformer en un modèle qui est, alors de nouveau, pour être rapide, on peut dire en un modèle néolibéral. Alors, intuitivement, on se dit, mais finalement, le bloc bourgeois, démographiquement, numériquement, il n'est pas majoritaire. Comment il peut s'imposer aux classes populaires aussi facilement? Alors, il n'est pas du tout majoritaire, il est même relativement étroit. Son cœur, c'est, si on est généreux, c'est au maximum 10% de l'électorat. Ah, 10%, vous allez assez entre bas. 6 et 10, hein, ouais, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est le cœur. Mais évidemment, il a besoin de s'élargir et donc vous avez des groupes périphériques qui viennent s'agréger. Comment est-ce qu'il peut s'imposer? Il peut s'imposer parce qu'il faut se représenter quasi spatialement une
ce qui se passe. C'est-à-dire vous avez deux blocs, bloc de gauche, bloc de droite, et vous avez la partie la plus bourgeoise des deux blocs qui se réagrègent ensemble. Et donc qui laissent à la fois donc, des blocs plus populaires à gauche et à droite, mais qui en fait sont pas d'accord sur les dimensions essentielles de la politique, et notamment de la politique économique. Ce qui veut dire que l'intérêt du bloc bourgeois, c'est dans un premier temps au moins d'être face à une opposition qui est une opposition divisée. Et peut-être à jouer de différentes ruses pour chacun de son côté amalgamer des électorats populaires, en tout cas des partis d'électorats populaires qui sont sensibles à tel ou à tel aspect disons, périphériques de leurs programmes respectifs, à leur différenciation. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire pour élargir l'assise du bloc bourgeois. Donc, comment gagner des groupes qui vont pas former le cœur, mais qui vont être un soutien effectivement périphérique. Ça veut dire satisfaire voilà, une partie des attentes dont la satisfaction n'est pas violemment en contradiction avec les attentes fondamentales du cœur du bloc bourgeois. Et ça se passe comment? À gauche et à droite? Ça se passe plus à droite qu'à gauche, parce que, comme je disais, les deux dimensions... économiquement, le programme du bloc bourgeois, c'est quand même la transformation du modèle français. Il y a une transformation qui est une transformation très radicale. Et ça, l'antagonisme, vous allez le trouver du côté des groupes sociaux de l'ancien bloc de gauche. Et donc, plus naturellement, pour mener les fameuses réformes structurelles qu'on observe en ce moment, le soutien il va être plus facile à être obtenu du côté des groupes qui faisaient partie de l'ancien bloc de droite. Alors, est-ce que finalement, face à cet abandon des classes populaires, les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes vient comme apparaître de manière assez inattendue comme l'incarnation du refus global de ce bloc bourgeois, comme l'anti-bloc bourgeois? On avait réfléchi avec Stéphano, est-ce qu'il serait dans une logique binaire finalement? À partir du moment où on a un bloc bourgeois, est-ce que naturellement on ne va pas avoir un bloc anti-bourgeois qui va se former? Et on butait donc sur le fait que fondamentalement les attentes pour l'instant de ces groupes-là sont quand même très différentes, voire contradictoires. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent en gros? Oui, c'est ça. Ou tout au moins, c'est difficile. C'est toujours une construction politique, le bloc. C'est pas quelque chose comme ça qui émerge spontanément. Il faut toujours qu'il y ait une stratégie politique qui vise, en fait, à dire, voilà les dimensions fondamentales de l'option politique qu'on veut prendre. Et on va agréger un bloc à partir de ces dimensions-là. Et donc, le bloc anti-bourgeois, c'est quand même très compliqué à faire, quoi. À votre avis, il manque quoi? Il manque un leader qui aurait le talent de, je sais pas, de François Mitterrand pour agréger la chèvre et le chou et construire ce bloc anti-bourgeois? Ou c'est plus structurel? Non, je pense que c'est plus structurel que ça. C'est plus structurel que ça. On le voit bien avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, effectivement, comme vous le disiez, c'est une protestation vis-à-vis de la politique menée par Macron, qui est très clairement une politique qui vise à consolider un bloc qui est le bloc bourgeois. Mais on voit aussi toutes les difficultés qu'il y a, c'est-à-dire quelles sont les options politiques. Vous voyez, au-delà de protestations très simples, on en est à plus de 6 mois d'activité de protestation assez intense. Et c'est finalement les quelques propositions qui ont émergé du mouvement des Gilets jaunes, on peut les compter sur les doigts d'une seule main, je pense. Vous voyez, c'est pas comme s'il y avait effectivement un entrepreneur politique ou des entrepreneurs politiques qui étaient capables de dire, voilà, on va rassembler une bonne partie des gens qui sont soit Gilets jaunes, soit qui soutiennent les Gilets jaunes, à partir de ces 4 ou 5 idées forces qui vont constituer l'armature de notre programme politique. Mais ces idées forces, en fait, quelque part, elles se rejoignent sur le désir d'une sorte de réappropriation démocratique du destin commun des Français. C'est-à-dire remettre de la démocratie, remettre le peuple au cœur du processus de décision. Et c'est quand même assez important et intéressant, parce que aussi ça présuppose qu'on peut se mettre d'accord sur certains points, même si on n'est pas d'accord sur tout, notamment à travers des référendums d'initiative citoyenne. Mais c'est aussi le référendum, vous voyez, le référendum d'initiative citoyenne, c'est aussi la mesure garde-fou qui est de dire, on sait que ça va être difficile de faire une politique, et au moins, avec ça, on ne va pas se faire imposer quelque chose contre lequel on est violemment contre. Mais d'un autre côté, si toutes les décisions sont prises par des référendums d'initiative citoyenne, ça veut dire que la politique qui va se dégager, c'est l'intersection de toutes les demandes. Et elle peut être incohérente, peut-être? Elle peut être très étroite.
Les gens sur lesquels vous voyez, si vous avez, ça empêche par exemple de faire des compromis, de dire bon ok je suis pas d'accord avec ça, mais je cède si jamais toi tu cèdes sur quelque chose que je veux et que je ne veux pas. Vous voyez, du style imaginez, vous voyez au moment du programme commun, vous aviez, je sais pas moi, l'augmentation du SMIC et la fin de et l'abolition de la peine de mort. Vous pouviez avoir des gens qui disaient ah mais non la peine de mort c'est bien etc. mais qui disent bon finalement c'est pas si important que ça, je veux bien céder là-dessus parce que l'augmentation du SMIC c'est quand même beaucoup plus important. Vous voyez, et là si vous dites on va faire un référendum qui est pour l'abolition de la peine de mort, probablement au moment du programme commun il y aurait une majorité de gens qui auraient été contre l'abolition de la peine de mort, puis ensuite on faisait un référendum qui est pour l'augmentation du SMIC et si ça se trouve on avait une majorité de gens qui étaient contre l'augmentation du SMIC. Et donc l'espèce de compromis que je disais j'échange l'abolition de la peine de mort contre l'augmentation du SMIC, vous voyez, c'est pas possible si vous faites une série de référendums d'initiatives citoyennes sur chacune des questions. Mais imaginons qu'on change de régime politique, qu'on passe à une 6e République, à une sorte de proportionnel intégral, et que l'Assemblée nationale, le Parlement devient un lieu de délibération, où finalement ces compromis peuvent être discutés au fur et à mesure. Quelque part, on réintroduit le peuple dans la machine. Le bloc bourgeois se retrouve dans l'incapacité en fait de dérouler son programme tranquillement, puisque de facto il est minoritaire. Alors, l'avantage, c'est-à-dire que si on avait une 6e République dans laquelle il y aurait, par exemple, la proportionnelle, effectivement, ça permet de faire des compromis. Mais alors, il n'est pas exclu que le bloc bourgeois sorte quand même gagnant des compromis. C'est-à-dire qu'il faut voir les forces en présence. Bah, si la proportionnelle est intégrale, le bloc bourgeois aura des soucis à se faire. Déjà parce que ça augmentera la participation aux élections législatives et ça modifiera à son désavantage les équilibres issus des législatives. Ce qui est certain, c'est que Macron, par exemple, en ce moment, bénéficie énormément du fait que les institutions de la Ve République lui permettent d'avoir une majorité absolue alors qu'il a une minorité de soutien dans l'électorat. Même pas un quart de la France le soutient. Absolument, oui. Ouais. Alors, on va un peu analyser les élections européennes, si vous le permettez. Alors, nous sommes inspirés de vos travaux et avec Lucas Gautron, un de mes collègues, nous avons fait quelques recherches mettant en relation les trajectoires de vote entre 2017 et 2019 en fonction du revenu médian des communes françaises. Et nous avons obtenu des résultats qui confirme d'une certaine manière votre thèse. Par exemple, quand on regarde la trajectoire des électeurs de Mélenchon en 2017, on se rend compte que les plus pauvres d'entre eux, en tout cas ceux qui vivent dans les communes les plus pauvres, sont surtout abstentionnistes. En deuxième partie, ils votent plutôt FI ou PCF. Et dans le haut du panier, on a affaire à des gens qui sont un peu moins abstentionnistes, qui votent en premier choix EELV. Il y a une sorte de réflexe Yannick Jadot dans ces milieux-là. Le même réflexe qu'on retrouve paradoxalement parmi une forte minorité d'électeurs d'Emmanuel Macron en 2017. Qu'en pensez-vous? C'est pas très surprenant, effectivement, de voir que, si vous voulez, il y avait probablement deux choses qui étaient assez faciles à deviner. La première, c'était ce que je disais, c'est-à-dire que LREM allait devoir en fait se droitiser pour aller rechercher un soutien vers des groupes de l'ancien bloc de droite. Et d'un autre côté, une partie du bloc bourgeois de gauche allait probablement être un peu mécontent justement de cette droitisation. Pas tellement la droitisation économique, mais la droitisation, entre guillemets, de valeurs culturelles, vous voyez. Et donc, probablement aller chercher un échappatoire pour exprimer ce mécontentement et que ELV, en France comme dans d'autres pays, les Verts, en Allemagne, etc., c'est probablement le meilleur parti politique pour exprimer ce type de sentiment. Parce que quand on regarde aussi la distribution des votes selon la commune de vie, donc à peu près le milieu socio-professionnel, on se rend compte que les partis finalement qui apparaissent comme les partis les plus en phase avec le concept du bloc bourgeois, c'est LREM et ELV, avant LR. Absolument, oui. Sociologiquement, je pense que effectivement, c'est plus le cœur du bloc bourgeois que, je sais pas moi, l'employé du secteur privé de niveau de qualification moyenne qui pouvait faire partie de l'ancien bloc de droite. Mais pourquoi ? Parce que fondamentalement, les réformes néolibérales ne gênent pas ces groupes-là. Pas encore. Donc, a priori, c'est une sorte
de désir d'améliorer le cadre de vie individuel qui pousse à ce vote-là, ou bien c'est un désir d'apparaître, en tout cas de maintenir une forme de croyance de gauche qui amène, disons, cette partie-là du bloc bourgeois à choisir EELV. Parce qu'à priori, l'écologie, ça pourrait être très radical, ça pourrait vraiment être quelque chose qui contraint et qui contrarie le capitalisme. Donc il n'est pas naturel d'imaginer que une partie du bloc bourgeois se réfugie dans ce vote-là, sachant qu'il pourrait y avoir des mesures comme l'interdiction des vols intérieurs dont François Ruffin avait parlé, la contradiction d'un certain nombre de phénomènes d'accumulation. C'est pas aussi clair que ça. Mais j'ai l'impression qu'en France, comme ailleurs, notamment en Allemagne, cette partie-là du mouvement écologiste est devenue complètement minoritaire. Et qu'au sein des Verts, vous avez plus des gens qui pensent qu'on peut faire un capitalisme vert. Vous voyez, les déclarations de Jadot disant « je suis pour l'économie de marché », etc. Le MEDEF disant « ah mais c'est le candidat qu'on apprécie le plus ». Donc vous voyez, vous avez beaucoup d'éléments qui vous disent finalement ils ne sont pas si incompatibles que ça avec le capitalisme, bien au contraire. Est-ce qu'ils ont observé donc du coup ces mouvements électoraux, cette dynamique du bloc bourgeois? Est-ce qu'ils se sont positionnés volontairement, d'une manière réfléchie, sur ce créneau politique-là, et donc ce qui les a amenés à, disons, à se poser en avocat du capitalisme vert, ou alors c'est juste une sorte de coïncidence qui a voulu que cette offre politique retrouve ce bloc politique? Je pense que là, pour le coup, les explications de nature, on pourrait très basiquement expliquer ça avec des variables simples du style le niveau de revenu et le niveau d'éducation. Et le niveau de revenu et le niveau d'éducation poussent les électeurs des Verts assez naturellement à s'allier avec les électeurs de Macron ou d'autres. De même qu'en Allemagne, je veux dire, une bonne partie à la fois des électeurs et des dirigeants des Verts se voit très bien dans une coalition de gouvernement avec les conservateurs. En observant les trajectoires de vote entre 2014 et 2019, on se rend aussi compte d'une chose, c'est que le vote LREM de 2019 agrège les votes centristes, UMP et socialistes de 2014, mais de manière plus efficace, toujours dans le haut de panier de revenus. C'est le mouvement de consolidation par l'extension à droite que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Alors parlons un peu de l'avenir. Quand on regarde donc cette scène politique française, est-ce qu'on peut considérer qu'en l'état actuel des forces politiques, c'est-à-dire un bloc bourgeois qui s'est consolidé et qui a gagné les dernières élections de manière assez nette, et puis des forces politiques populaires qui sont éclatées, est-ce qu'on peut considérer que 2022 c'est déjà bouclé? Non, parce que c'est difficile à prédire, parce qu'il y a 2 ans qui auraient prédit que la situation du côté de la gauche politique serait aussi catastrophique qu'elle l'est maintenant. Donc on ne sait jamais. Parce que il faut voir que Macron et autres n'est pas encore venu. Ça va venir. Je veux dire, entre la réforme de la fonction publique, la réforme des retraites, etc., je veux dire, une bonne partie même des classes qui appartiennent au bloc bourgeois, risquent quand même de s'apercevoir qu'à eux aussi, ça peut leur faire très très mal. Mais pourtant, les retraités qui ont été déjà impactés par les mesures Macron l'ont replébiscité LREM à l'occasion des européennes. Oui, mais là, la réforme des retraites, ce que ça va toucher, c'est les gens qui vont être à la retraite dans 10, 15, 20 ans. Donc c'est eux qui devraient s'inquiéter beaucoup de la réforme des retraites, plus que les retraités actuels. Alors donc, il faudrait qu'on refasse cet exercice en regardant les catégories d'âge pour voir le vote des différentes catégories d'âge. Oui, oui, sûrement, oui. Alors, les Gilets jaunes n'ont rien changé à la division quasi ethnique des classes populaires françaises, avec un vote RN très fort dans les milieux homogènes sociologiquement et une très forte abstention couplée à un petit vote FI ou PCF dans le 93 par exemple. C'est assez frappant. Nous avons regardé par exemple les votes dans les villes les plus pauvres de France. À Denain, le RN explose et à La Courneuve, l'abstention est RN et juste en bas, vous avez le PCF, la France Insoumise, etc. Est-ce que c'est possible de dépasser finalement ce paradigme de pays du tiers-monde, c'est-à-dire le tribalisme érigé en moteur des choix politiques? Ben, en tout cas, si c'est possible, c'est compliqué.
Visiblement, il n'y a pas de recette magique, ou si elle existe, personne ne l'a trouvée. Je ne sais pas. Je suis toujours un peu... quand on fait des enquêtes, des recherches sur ce sujet, on comprend bien les attentes qu'expriment les individus. Ce qui est plus difficile à percevoir, c'est comment se fait-il que... vous voyez, si on devait prendre l'ensemble des électeurs et qu'on leur dise « Mais est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec les transformations qui sont en cours et qui s'annoncent pour les années à venir du modèle français », vous auriez facilement une majorité qui répondrait « Bah non, en fait, on n'est pas d'accord ». Et donc, comment se fait-il que vous n'ayez pas d'expression politique qui soit capable d'agréger ce refus majoritaire des transformations, voilà, qui s'exprimerait dans des élections ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas un bruit médiatique en fait qui éloigne sans cesse la population française, les classes populaires des vraies questions sociales et politiques pour les amener dans des pièges sociétaux qui quelque part aggravent en fait ce phénomène de tribalisation de la vie politique? Sûrement, parce que je me souviens de la campagne de 2017, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit finalement aussi médiocre dans les médias. C'est-à-dire que j'ai regardé les débats et personne ne posait les questions qui auraient dû être posées. C'est-à-dire personne n'a posé la question à Macron, est-ce que vous allez privatiser l'aéroport de Paris ? C'est quoi votre réforme des retraites ? Vous voyez, il annonce qu'il va avoir une réforme des retraites et en fait on ne sait pas ce que c'est. Alors c'est quand même hyper important. Vous voyez. Sur tout un tas d'éléments tout à fait centraux, il a été suffisamment habile pour ne pas dire ce qu'il allait faire, pour cacher son jeu. Et en fait, bon, c'était pas difficile à deviner quand vous travaillez là-dessus, mais pour les lecteurs moyens, c'était pas absolument évident. C'est comme si, effectivement, les médias... Moi, la comparaison que je fais, c'est j'ai l'impression, finalement, que les médias traitent la compétition politique comme si c'était une compétition sportive. Vous voyez, on s'en fiche de savoir s'il y a des différences fondamentales entre l'équipe Macron et l'équipe et les autres équipes. Ce qui compte, c'est alors qui est-ce qui va gagner le match. Vous voyez, c'est rien que des choses comme ça. Et du coup, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils vont faire une fois qu'ils vont être élus. Par exemple, on peut aussi se dire que leur programme et leur agenda est complètement compatible avec celui de la montée du RN, parce que finalement, quand Marine Le Pen évoque à quelques jours avant l'élection européenne la France insoumise en parlant de la France islamiste, tout cela est préparé par une sorte de scénarisation de la vie sociopolitique française. On peut dire que LREM et RN, c'est un jeu de compères. Ce sont des alliés. Objectif, oui. Absolument. Et c'est, comme ce que je disais, c'est dans les médias et la compétition sportive, c'est un match intéressant et donc les médias adorent cette chose-là, oui. Il faudrait qu'on parle aussi de la crise à la France insoumise, qui nous semble importante ici aux médias, pas parce que nous sommes le média de la France insoumise, comme ça se raconte et comme ça devrait cesser de se raconter, mais parce que quelque part, c'est finalement une nouvelle crise de la possibilité de mettre ensemble des mini-blocs pour créer un bloc social dominant, parce que finalement, qu'est-ce que c'est la France insoumise? Comme l'a expliqué Emmanuel Todd récemment, enfin non, après les élections de 2017, c'est une adjonction de milieux plutôt aisés, de milieux plutôt défavorisés, une sorte de mouvement transclasse avec une forte aspiration à l'égalité sociale. Et aujourd'hui, ça s'est cassé. Quand on regarde comment ça se casse et qu'on voit que quelque part, le public qui décroche le plus vite, c'est à la fois l'électorat le plus pauvre qui se réfugie dans l'abstention et l'électorat le plus riche qui va à Europe et Écologie Les Verts, c'est quand même la preuve que ce compromis de 2017 ne marche plus. Ben oui, ça montre bien que c'est assez compliqué de s'opposer à une dynamique qui est celle de la dynamique du bloc bourgeois. D'essayer de trouver quelle est la bonne... Vous voyez, pour agréger un bloc, il faut agréger un bloc, et pour agréger un bloc, il faut une stratégie politique. Et une stratégie politique, c'est savoir exactement à quelles attentes il faut répondre, quelles attentes il faut négliger. Voilà. Et donc, on voit bien avec la France insoumise que finalement, c'est assez compliqué. Et surtout que vous avez une partie de l'opposition de gauche qui, à mon avis, pense toujours à essayer de revenir dans l'ancien jeu. Vous voyez, essayer de reconstituer à l'identique la concurrence politique qui était celle avant l'apparition de Macron et avant en fait la consolidation du bloc bourgeois. Ce qui, à mon avis, est une mauvaise idée. En cela, vous êtes plutôt d'accord avec Raquel Garrido? Oui, exactement. Oui, exactement. En gros, vous avez deux possibilités. Soit vous pensez que vous pouvez reconstituer le bloc de gauche,
On pourrait dire, finalement, comme le bloc bourgeois se droitise tellement, il va finir par redevenir une sorte de bloc de droite 2.0, vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc finalement, ça laisse un espace pour avoir un nouveau bloc de gauche. Sauf que je pense que cette optique-là va nous ramener vers une conception unidimensionnelle de la politique, où on va avoir effectivement d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche. Et là, on rentre dans une logique qui est de dire, pour gagner, il faut être au centre. Et donc ça nous ramène vers une logique de centre-gauche. Et donc je pense que c'est ça que les gens du Parti socialiste ont en tête, en se disant on va survivre quand même, parce que, in fine, il faudra quand même qu'il y ait un centre-gauche pour gagner les élections. Vous voyez, dans cette optique de différenciation unidimensionnelle de la politique. L'autre optique, c'est de dire non, il faut complètement dépasser ça, et en fait il faut, dans un espace multidimensionnel, essayer de retrouver des dimensions, des thèmes qui vont agréger de façon différente des groupes qui peuvent s'opposer au bloc bourgeois. Alors, on en vient à la fameuse expression du populisme de gauche, c'est-à-dire, quelque part, la FI a échoué et la défaite est orpheline. Alors, certains disent que c'est parce que la campagne n'était pas assez populiste, sur le créneau du populisme. D'autres disent que non, mais c'est parce qu'elle n'était pas assez ancrée à gauche. Et j'ai l'impression que sur cette thématique-là, avec votre co-auteur Stefano Palombarini, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là, au sujet de cette polémique sur pourquoi ça n'a pas marché? On n'est pas non plus autant en désaccord qu'on pourrait le penser. Donc vous mettez en scène vos désaccords pour faire le buzz sur Internet, mais... Ah mais ça, oui un peu peut-être. Non, ce qu'il y a, c'est que il faut s'entendre sur ce que c'est que la gauche. Soit on a une définition qui est un peu une définition équipe, vous voyez, et on va dire ouais ça c'est la gauche et on appartient à la gauche, et du coup vous pouvez avoir des déclarations comme celle que je lisais ce matin, quelqu'un qui dit « mais non, Macron, il vient de la gauche, donc il n'est pas de droite », vous voyez, ce genre de choses. Soit vous essayez de réfléchir, mais c'est quoi la gauche? C'est quoi le contenu qu'il y a dans la gauche? Et je pense que si vous dites la gauche, c'est la protection sociale, c'est le service public, c'est etc., et vous un ensemble de définitions, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous pouvez potentiellement agréger autour de vous des groupes sociaux ou des bouts de groupes sociaux qui spontanément se serait peut-être pas défini comme étant à gauche, vous voyez. Voilà. Et donc, il faut savoir en fait ce qu'on met derrière cette idée de gauche. Soit c'est quasiment comme le maillot d'une équipe sportive, soit c'est on regarde véritablement quels sont les politiques qui vont définir ce mot. Mais justement, c'est ça le problème. Pour vous, quel est aujourd'hui l'ancrage, disons, les Français, quand ils pensent à la gauche, selon vous, ils pensent à quoi? À la gauche sociale? À un groupe de personnes plutôt progressistes d'un point de vue sociétal? Ils pensent à quoi? Le problème, c'est qu'il n'y a pas une conception. Il y a autant de conceptions, enfin, il n'y a pas autant de conceptions que d'individus, mais en tout cas, il y a plusieurs conceptions de la gauche. Pour certains individus, la gauche, ça va être un ensemble de politiques orientées dans une direction. Pour les autres, ça va être un ensemble de partis politiques qui ont été associés à ce label dans le passé. Pour d'autres, ça va être encore autre chose. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une telle confusion à dire il faut qu'on fasse une politique de gauche et qu'on s'affirme de gauche, ou une autre conception qui est de dire non, il faut qu'on unisse, alors je sais pas, le peuple. Peut-être moins grand, parce qu'on n'a pas besoin d'agréger tout le monde non plus, autour d'une politique, et après tout, on n'a pas besoin de dire qu'elle est de gauche, il suffit de regarder de regarder véritablement le fond de ce qu'on veut faire pour dire bah oui, finalement c'est une politique de gauche. Est-ce qu'il faut se délester de certains marqueurs identitaires de la gauche qui peuvent ne pas trop parler au peuple? Parce que c'est ça aussi la question, parce que finalement dans les classes populaires, qu'elles soient dans le 93 ou dans le 59, c'est-à-dire dans le nord désindustrialisé ou dans la France des banlieues, il y a certaines thématiques de gauche qui ne sont pas très populaires, disons par là, écho dans la société. Mais il faudrait retrouver, si on veut unir ces groupes-là, il faut retrouver quelles seraient les politiques qui seraient capables d'avoir leur support. Et à mon avis, autant dans le 93 que dans le 59, on veut avoir des écoles correctes, on veut avoir un hôpital qui marche, on veut avoir, etc. Voilà l'ensemble. Des cantines. Voilà, exactement. On veut des services publics, on veut des conditions de travail correctes, etc. Et après, c'est pas la peine de s'écharper sur des fantasmes, sur l'invasion étrangère ou que sais-je encore. Vous voyez, c'est pas la peine d'exciter les gens sur des oppositions qui
Si on regarde dans le fond, on probablement de toute façon à des oppositions tout à fait artificielles, mais... et très peu documentées aussi des fois. Ouais, exactement. Alors, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger finalement à ce marketing du populisme? Par exemple, j'ai constaté la montée d'un sujet qui est descendu assez vite, mais la question de la francité des îles éparses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un truc, c'est une île qui n'est pas très loin de Madagascar, et en fait, en gros, il y avait une sorte de mise en accusation de Macron sur le fait qu'il va négocier avec Madagascar la cession des îles éparses, sauf que selon les Nations Unies, les îles éparses en fait ne sont pas françaises. Et les gens qui réclamaient à Macron les îles éparses venaient à la fois de la gauche et de la droite. Et finalement, c'est comme une sorte d'avalement en fait disons, de la pensée internationaliste et progressiste par une pensée plus réactionnaire et finalement plus identitaire. C'est un danger, ça. Il suffit de se demander, mais qui s'intéresse à ça en France? Non, mais vous avez raison de le souligner, parce que si ça devient un thème politique majeur, on peut se demander, mais est-ce que les gens... Et, il vaudrait mieux se concentrer sur des choses qui sont des choses essentielles. Dans cette course, en fait, vers la récupération du peuple, le Rassemblement national, l'ex-Front national, a quand même pris beaucoup d'avance. Parce que quelque part, il est stable politiquement, son électorat, même populaire, se mobilise plutôt lors des élections intermédiaires. On a l'impression d'avoir affaire à une sorte de Moloch qui bloque la route à toute tentative d'unification du peuple français sur une base égalitaire. Est-ce que c'est pas de cela que cette mini-polémique témoigne? Oui, sûrement, oui. Mais du coup, le problème, c'est qu'on peut se dire on va essayer de regagner une partie de ces électeurs en adoptant exactement le même genre de thématique. C'est une erreur. Le Rassemblement national devrait être très faible si on regarde, si ces électeurs regardaient véritablement le contenu, notamment de son programme économique, et les mesures qu'ils veulent mettre en œuvre. C'est là qu'il faut agir plutôt que d'essayer de les récupérer en disant alors oui, l'autre polémique c'est ah oui c'est terrible vraiment ces supporters de football qui sifflent la Marseillaise, etc. Vous voyez. Mais on a l'impression quand même que la médiation médiatique, si je peux me répéter, masque aux électeurs du Rassemblement national le programme du Front national, enfin du Rassemblement national, et lui rend service dans le même temps. C'est-à-dire que le débat n'est jamais posé de manière audible dans les grands médias sur la nature même de la proposition de Marine Le Pen. Absolument. Et pas plus qu'avec Macron dans le passé d'ailleurs. Alors, donc vous dites qu'ils ont tort de se positionner ainsi, mais quelque part vous ne nous dites pas quelle est la recette miracle, ou en tout cas quelle est votre recette pour réconcilier le peuple français autour des valeurs sociales. Mais j'en ai pas, j'ai pas de recette. C'est pas mon métier non plus, donc... Non, je sais pas, moi, la seule idée vague que j'ai, c'est de dire qu'il faut recentrer sur des thèmes qui pourraient être des thèmes unificateurs, de voir quels sont les vrais problèmes qui vont toucher notamment les classes populaires, mais pas que, les classes moyennes aussi, et de dire voilà ce qu'on veut faire nous, et aussi voilà ce que les autres sont en train de faire, et voilà les conséquences que ça va avoir pour vous. Et maintenant réfléchissez bien, est-ce que vous voulez vraiment que ça continue comme ça ou pas? C'est un peu la question finalement de la campagne américaine, où on a Donald Trump et Bernie Sanders qui ont chacun essayé d'incarner en fait cette aspiration, enfin en tout cas pas d'incarner, mais d'exprimer cette aspiration populaire, ce populisme fin ou sincère. Et finalement, c'est Donald Trump qui a gagné la bataille. Et d'une certaine manière, malgré tout, malgré le fait que sa politique industrielle ne fonctionne pas vraiment, une bonne partie de l'électorat populaire blanc lui demeure attachée. Oui, mais je ne suis pas non plus sûr qu'on a une recette qui puisse s'appliquer, quel que soit le contexte, quel que soit le pays. Je veux dire, je pense qu'il y a des spécificités américaines particulières. C'est assez différent des sociétés européennes. Et au sein des sociétés européennes, vous avez aussi des différenciations. Donc je ne suis pas sûr qu'on pourrait appliquer quelque chose qui pourrait éventuellement marcher en France, aux États-Unis ou réciproquement d'ailleurs. Alors dernière question, en Europe, le populisme de gauche, ou en tout cas le recentrage social de la gauche qui a été tenté par Die Linke en Allemagne ou alors par Podemos en Espagne, ça ne fonctionne pas très bien. Le mouvement 5 étoiles qui a cru bon de s'allier avec l'extrême droite pour finalement bloquer et se substituer au bloc bourgeois, ça ne fonctionne pas non plus.
on a l'impression que quelque part, là où il y a un peu d'espoir, comme au Danemark et en Espagne, c'est quand les sociaux-démocrates se relèvent de leurs cendres. Ben, ça revient, c'est ce qu'espèrent probablement tous les partis sociaux-démocrates en Europe, c'est de se dire on va revenir vers cette idée qu'il faut un centre-gauche et que c'est le centre-gauche seul qui peut gagner l'élection. Mais il faut voir que ce qui s'est passé au Danemark, c'est un pays qui a un État social très développé et vous avez un très large soutien social dans la société, si vous voulez, pour cette protection sociale. On n'est pas dans cette situation en France. En France, on a eu soi-disant un centre-gauche, Hollande, qui a fait des réformes néolibérales très très dures il y a à peine 2 ans. Vous voyez, donc, est-ce que vous feriez confiance, en tant qu'électeur, vous feriez confiance à, vous voyez, Moscovici revenant de Bruxelles et disant « Ah, mais ça y est, je vais incarner le centre-gauche et je vais lutter contre la néolibéralisation, etc. » Est-ce que vous feriez confiance à cette proposition politique? Vous voyez, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui seraient capables de dire « Ah bah oui, en effet, ça me paraît être une bonne idée. » Donc la situation danoise, à mon avis, est assez spécifique là aussi. C'est parce que vous avez eu des gouvernements de droite qui ont remis la protection sociale en question de façon tellement forte que ça a fini par susciter une opposition. Et l'alternative était effectivement un parti social-démocrate qui a fait, sur le plan économique, un virage à gauche, mais qui était à peu près crédible. Oui, alors que si les socialistes revenaient pour dire on va faire un virage à gauche, parce que personne ne leur ferait confiance, et à juste titre. Alors finalement, on peut considérer que le Parti socialiste troll la gauche et l'empêche de se redéfinir et qu'il faudrait peut-être précipiter sa mort pour... Mais il ne meurt pas. C'est ce que j'ai toujours pensé. Oui, mais il ne meurt pas, là. Mais il ne meurt pas. Voilà. Il est au même niveau que la France insoumise. Voilà. On a résumé les problèmes de la gauche en France. On en est là. Merci beaucoup, Bruno Amable. Merci.